Madame, Monsieur, dans la suite des programmes de ce mardi 24 février 2026, on reçoit notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Vous connaissez cette actualité. Le duo Wadani Talata pour la présidentielle d'avril 2026 a fait connaître son équipe de campagne. On aura les premières impressions du consultant politique Agapit Napoléon Maforican sur ce sujet et on abordera évidemment la question de démission dans la suite de cette interview de Dr Bertin Corvi également. Mais en attendant, bonsoir Agapit Napoléon Maforican. Merci de nous faire encore honneur de votre présence ce soir. Bonsoir Grâce, bonsoir à tous les téléspectateurs, c'est toujours un plaisir renouvelé, donc nous sommes là pour ça. Voilà. Bien sûr, l'architecture de l'équipe de campagne du duo candidat Wadani Talata est déjà connue, Agapit Napoléon Maforican, puisque vous êtes notre consultant politique. Vos premières impressions nous intéressent quand même. Écoutez, il n'y a rien à dire particulièrement puisque ça répond un peu à la réalité de l'instant. C'est une architecture qui se décline autour en 3-4 axes, une équipe donc de réflexion stratégique de gestion, donc composée donc des présidents des deux partis et du chef de l'État, donc équipe stratégique autour du candidat, ce qui est logique. Vous regardez Patrice Talon, parrain, mentor, patron de la majorité présidentielle, et les deux candidats et les deux partis de la majorité présidentielle qui concourent à la gestion au niveau communal et au niveau national. Donc, voilà, Patrice Talon, puis les deux présidents des deux partis, Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain, qui constituent l'équipe de réflexion stratégique, l'équipe stratégique. Ensuite, vous avez la coordination nationale. Donc ça, c'est déjà la réflexion, c'est l'équipe de réflexion autour de l'équipe stratégique. C'est un peu ça, il faut le dire. C'est un peu une sorte de brainstorming, un peu comme ou bien de ce qu'on appelle également think tank. Donc, cercle de réflexion, une grande équipe, donc les grandes mémoires, comme on peut le dire, et la campagne de mémoire, ce n'est pas en termes de souvenirs, mais c'est en termes de réflexion stratégique. Donc, c'est la coordination nationale, une quinzaine de personnalités bien connues, Médégan Segla, Médégan Fagla, Ordena Datin, et puis un certain nombre donc, de leaders donc, des deux partis politiques, le progressiste, le Renouveau, et donc le Bloc républicain. Il y a Hassan Seibou qui en est le directeur. Hassan Seibou est le directeur de campagne. Exactement. Donc, l'équipe stratégique, la coordination nationale, et à la tête de la coordination, disons comme exécutif de la coordination nationale, il y a un peu le directeur de la campagne, donc un peu, lui il est un peu, disons, celui qui met en œuvre les réflexions des grandes pensées, qui ressortent de brainstorming, les réflexions stratégiques, les actes, tout ce qui est décliné la nuit, la veille, ici autour du candidat, la mise en œuvre se fait autour donc du directeur de campagne qui est Hassan Seibou, qui est le vice-président de l'Union progressiste de Renouveau, qui est le vice-président, président du groupe parlementaire et Bloc républicain, et qui est l'un des fidèles du président de l'Obiachane, voilà, depuis un certain nombre d'années, et l'un des vice-présidents donc du Bloc républicain. Oui. Voilà, donc le député Hassan Seibou, donc il va être le directeur de campagne donc, du duo Wadani Talata. Et après, il y a maintenant une déclinaison au niveau des circonscriptions administratives et électorales, les 24 circonscriptions électorales. Chaque circonscription électorale dispose de 2 coordonnateurs, et donc ça fait 2 fois 24 coordonnateurs, donc au niveau des circonscriptions électorales. Et après, il y a maintenant les comités techniques médias, comités techniques logistique et puis comité technique finance. Je pense que logistique et matériel, et puis comité technique finance. Voilà.
globalement, Oui. voilà l'architecture telle qu'elle se décline à cette journée donc, du 24 février 2026. Et justement, au niveau des circonscriptions électorales, au niveau de l'architecture en elle-même, puisqu'on a parcouru un peu cette liste qui a été rendue publique, on voit que c'est un monopole des deux partis soutenant l'action du gouvernement, du Bloc républicain, de l'Union progressiste, le renouveau. Au niveau des circonscriptions électorales, c'est surtout les mêmes élus. Que doit-on comprendre réellement de la chose? Oui, c'est ce que je disais tantôt. C'est un peu la confirmation donc de la suprématie des partis politiques dans le dispositif électoral. C'est connu donc depuis le code électoral de 2024, de mars 2024, qui complète celui de 2019. Les partis politiques ont pris le lead dans la mise en place, donc dans l'animation de la vie publique. C'est tout à fait. Ces partis politiques, tout au moins, ont été consultés pour la désignation. Donc, je dis tout au moins, parce que n'étant pas dans l'antichambre, pas savoir à quel niveau de réflexion, mais ces partis ont été leur position a été utile et nécessaire, stratégique pour la désignation donc, du duo Talata, même si on suppose que cette réflexion a été inspirée par le chef de la majorité. Il est évident que les deux partis, leur accord, et vous vous rappelez, c'est dimanche 31 août, je suis Wadaï, c'était ça, le dimanche 1er septembre, si je ne me trompe. Je suis Romuald Wadaï, de proclamer par Joseph Jobbenou. Si ça devrait vous résonner encore dans l'esprit, parce que c'était un moment où les gens tentaient d'opposer les deux. Et clairement, il a levé toute équivoque cette question-là. Oui, les partis politiques sont là. Je pense que c'est la volonté du président Talon de tout organiser autour des partis politiques pour qu'il y ait une sorte de cohérence du jeu. Et donc, vous comprenez donc ceux qui sont positionnés aussi bien au niveau de l'équipe stratégique, au niveau donc de la direction nationale, de la coordination nationale, de la direction de campagne, des comités techniques et donc des circonscriptions électorales, tout ça, c'est les membres des deux partis. Alors donc, du coup, vous pouvez me demander, je sais pas, et le troisième parti, et Moël Béné dans tout ça. Bon, donc je pense que le Moël tire les conséquences un peu de son isolement, enfin, de sa marche solitaire, parce que normalement, Moël a été consulté, Moël a été associé à la désignation du candidat. Lorsqu'on ne retrouve pas Moël, en tout cas, par son président et par ses militants connus dans cette architecture, c'est une évidence que Moël fait les frais de sa marche solitaire. C'est un choix aussi de vie et on le constate. Et l'autre chose qu'on ne comprend pas clairement, c'est que lors de l'investiture du duo candidat à Parakou, c'était en 2025, on entendait Romuald Wadaï dire qu'il est le candidat des jeunes, mais dans cette configuration, on ne voit pas forcément la présence des jeunes sur cette architecture. Est-ce que vous avez regardé est-ce que vous avez regardé l'interview de l'essence de chaque membre de l'équipe stratégique, de la direction, de la coordination nationale, de la direction de campagne, de la coordination et de la circonscription électorale? Mais en gros, c'est les mêmes noms qu'on connaît, qui sont revenus. Oui, c'est vrai, je vous comprends, je vous comprends. Vous avez une équipe je pense que j'ai dit ici une fois qu'il n'y a pas normalement une équipe pour les vieux, une équipe pour les jeunes, une équipe pour les femmes, une équipe. C'est un bloc. Et si Robert Wadaï parle des jeunes, il est évident que les jeunes considèrent le socle. Mais les jeunes, il faut quitter la jeunesse pour évoluer. Et tous ceux qui sont dans cette équipe ont été jeunes aussi. Ça dépend maintenant, ce que vous appelez jeunes, c'est à partir de quel âge? C'est l'autre question que nous nous posons. Oui, ces partis ont les jeunesses. Le renouveau a une équipe, a une coordination de jeunesse. Le Bloc républicain a une coordination de jeunesse. D'ailleurs, le coordinateur de la jeunesse, le Bloc républicain n'est pas là, il est en poste à l'international. Mais dans cette coordination, il y a des gens qui sont là, qui ont été positionnés candidats, qui sont élus et qui sont dans l'équipe. Il y en a du Bloc républicain qui sont dans l'équipe. Il y en a de l'Union progressiste de renouveau qui sont dans l'équipe. Mais donc, on ne peut pas quand même faire une équipe pour dire ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les vieux. Parce que ce serait quand même quelque chose de redondant et peut-être de nauséabond. Parce qu'en réalité, une équipe, une communauté, elle est une. Les jeunes sont le socle, les programmes sont faits pour eux, les projets sont pensés pour eux. Le niveau où ils ont intervenu, sans doute, sont là. Parce que ici, c'est une architecture. Mais quand vous prenez par exemple les comités techniques, quand vous prenez les coordinations des circonscriptions électorales, il y a encore un travail à faire. Il faut déjà au niveau des arrondissements, il faut déjà d'abord une circonscription électorale, c'est 2, 3, 4 communes.
Donc, du coup, vous comprenez qu'il y a encore des positionnements à faire. Et donc, le management au niveau de la base, que ce soit au niveau du quartier de ville, au niveau du village, au niveau des hameaux, au niveau des arrondissements, pourrait être confié aux jeunes qui sont plus dynamiques, qui sont plus aptes à bouger et qui doivent apprendre sous les plus anciens, sous les plus expérimentés. Donc ici, c'est qu'une architecture. Et dans l'architecture, il y a quand même quelques jeunes là-dedans. Et donc, c'est normal qu'on fasse un bon dosage. Donc, du coup, c'est pas du tout un désaveu. Bien au contraire, les jeunes sont là. Ils sont là, mais ils vont être plus utilisés comme relais au niveau local, au niveau départemental, au niveau local, quartier de ville, village, au niveau arrondissement et au niveau communal. Je pense que vous allez vous en rendez compte sans doute. Regardez au niveau de nos communautés aujourd'hui, les maires, on a beaucoup de jeunes maires, ou bien de maires jeunes. Donc du coup, cela ne peut pas rester en marge. Les chefs de quartier, de village qui sont là, il y en a qui sont bien jeunes. Donc, comprenez qu'il faut bien un mix. Ceux qui sont aujourd'hui là ne le sont pas depuis 20 ans. Quand vous les regardez, il y a 10 ans, dans l'équipe de campagne de Patrice Talon, vous n'avez pas ces noms-là, tous ces noms-là. Donc, ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Donc, c'est pour dire simplement que oui, le candidat a dit qu'il est le candidat des jeunes, mais il ne s'exclut pas non plus le candidat des autres couches, etc. Et le leader appartenant au parti politique, je pense que c'est tout à fait normal que les partis positionnent un peu de manière diversifiée. Et donc, vous nous rassurez que la jeunesse a toujours sa place, que ce soit dans cette campagne électorale ou dans le prochain gouvernement, c'est pas la grâce de Dieu, ce Dieu candidat, Wadangi Talata, arrivait quand même à prendre les rênes de ce pays. Que ce soit au bien de Wadangi, le Dieu Wadangi Talata, ou bien que ce soit le Dieu Rumpe, il n'y a pas de raison qu'il ne peut pas gouverner sans les jeunes. Il ne peut pas gouverner en mettant les jeunes en marge. Puisque la gouvernance elle-même, c'est pour les jeunes. C'est pour demain. Quand on parle de gouvernance, c'est bâtir, c'est voir loin et commander court. C'est voir loin, mais commander court. C'est bâtir demain aujourd'hui. Alors, aujourd'hui était déjà façonné par hier. Les situations que nous vivons aujourd'hui, c'est les situations façonnées hier. En échec comme en succès. Donc, ce qui se fait aujourd'hui est pour demain. Donc, c'est dire que les jeunes, aujourd'hui, qui ont envie d'impacter demain, doivent comprendre que aujourd'hui le moment. Donc, que tu sois le duo Wadangi Talata, que tu sois le duo Humpe, Wanou, ils ne peuvent pas gouverner contre les jeunes. Ce n'est pas possible. Donc, maintenant, il faut que chaque jeune aussi s'engage dans la cité et se bouge en griffe le cul, comme on le dit, de manière qui est un peu plus triviale, mais qu'il essaie de se bouger réellement, de travailler, de mouiller le maillot, pour que, effectivement, sur le terrain, ils puissent comprendre les enjeux et mieux les exprimer dans ses pratiques quotidiennes. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui mouillent le maillot, si je peux vous répéter. Donc, on va croire alors que dans la prochaine configuration du gouvernement, on va espérer plus de présence de jeunes. On l'espère bien. Agapit Napoléon Mafori. Comme le cas, je trouve, moi, j'ai trouvé que Patrice Talon, quand il est arrivé, il a fait un bon dosage de gouvernement avec des jeunes. Un peu moins jeunes, il n'y a pas beaucoup de vieux, comme on le dit en griffe, les vieux, c'est plus de 110 ans. C'est celui qui ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, donc il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, oui, les jeunes sont là. Seulement, vous voyez, on ne peut pas éjecter non plus une catégorie pour dire, bon, vous êtes vieux, quitter. C'est comme je l'ai dit, c'est un mixte. Il faut que les jeunes apprennent à gérer, déjà à comprendre les enjeux, ensuite à être eux-mêmes. Ensuite, commencer par gérer au niveau un peu plus inférieur pour monter. Devenir subitement en génération spontanée, ce n'est pas toujours évident. Donc, oui, la jeunesse doit être patiente, mais doit être engagée, déterminée, active. Et donc, de sa marche progressive dépendra son implication future. Donc, vous avez, on a vu un député qui a 30 ans, même s'il est le fils d'un autre député, mais il a fallu s'engager. Il aurait pu dire ça ne m'intéresse pas. On voit des gens qui refusent de le faire. On a vu une députée qui est de la 8e section électorale s'engager. C'est une dame dans une région qui n'est pas aussi perméable à un certain nombre de valeurs, enfin d'ouverture, disons, moderne. Et pourtant, elle fait son petit bonhomme de chemin. On a beaucoup de mères jeunes. Voilà. Donc, les jeunes sont affaires. On ne peut pas non plus éjecter tout le monde pour dire, bon voilà, la jeunesse, c'est entre 18 et je ne sais pas quoi, 40 ans ou 35 ans. Alors vous dites ça, vous aurez une société un peu déséquilibrée. Tout le monde a sa place là où il est. Voilà. Il y a plusieurs mouvements qui
porte, on va dire, la candidature du duo Wardani Talata et on a vu beaucoup de journaux s'en inquiéter du fait de la pluralité de ces mouvements-là qui portent cette candidature, mais finalement, dans cette configuration, on ne voit pas forcément les noms de ceux-là qui portent ces mouvements-là dans la liste, dans l'équipe. On se pose beaucoup de questions quand même. Oui, mais on ne veut pas trop s'en poser. Les mouvements occupent le terrain, mais le leader appartient au parti politique. Les mouvements occupent le terrain. Et opportunément, ça montre l'adhésion populaire. Ça montre l'adhésion, disons, des différentes couches sociales à la candidature de ce duo. On a vu d'ailleurs, il y a quelques jours, un autre mouvement se créé pour Palongpé. Et comme il y en a eu il y a quelques semaines aussi. Donc, ça dépend, chacun fait sa fortune, mais il est évident que les mouvements ne prennent pas la place des partis politiques. Et les mouvements ne sont pas officialisés pour pouvoir être présents sur ces champs-là. Par contre, les mouvements sont animés par des citoyens qui sont membres de ces partis politiques qui vont intervenir à ce niveau-là. Après, le candidat lui-même et ou l'équipe de réflexion stratégique regardera bien quel usage faire d'eux. Parce que c'est des citoyens, c'est des ils sont engagés, ils sont jeunes. Donc, ils peuvent être bien utilisés, comme je l'ai dit, à la base également, à la base ou à des niveaux intermédiaires, et donc être reconduits vers les partis politiques pour ceux qui ne le sont pas, ou être plus actifs dans les partis pour ceux qui le sont déjà. Donc, pour moi, les mouvements ne peuvent pas prendre la place des partis politiques, mais les mouvements occupent le terrain. En attendant les partis, les mots occupent le terrain pour montrer la qualité, la nature de l'adhésion à ce duo candidat Wardani Talata. Donc voilà, il me semble que chacun est à sa place en la matière. Et il y a encore de la place, comme je disais tantôt. Il y en a, et ça, les mouvements pourraient s'y retrouver si la réflexion est menée au niveau qu'il faut et que, disons qu'il s'entend bien que ces mouvements complètent l'action des partis politiques et non les remplacent. Les mouvements ne peuvent jamais remplacer les partis politiques à l'heure actuelle. Le dispositif est fait en sorte que le lead soit porté par les partis politiques. Les mouvements peuvent compléter, peuvent aiguiser, activer, peuvent gérer la veille, et il me semble que c'est ce qu'ils font actuellement. Donc, dans une équipe comme celle-là, leur place n'y est pas. Ils ne sont pas une organisation, ils sont pas des organisations structurées pour devenir pour être parti politique. Des mouvements peuvent se buter en parti politique, c'est leur droit. Et là, ça avisera. Vous voyez, comme je l'ai dit, le cas. Et Moël Bénin doit pouvoir interpeller. Donc, même si le président Sam Zen estime que le parti décide toujours opportunément de ce qui peut entrer dans ses intérêts, c'est son droit absolu, mais il est évident que, disons que c'est l'entêtement donc de faire cavalier seul qu'il faut quand même qu'on ne voit pas le Moël Bénin dans ce dispositif-là. Donc, les mouvements doivent aussi savoir être raison gardée. Ils ne sont pas les partis politiques. Le lead d'aujourd'hui, c'est les partis politiques. La ville à l'intérieur d'un groupe n'est jamais facile, mais autant mettre ensemble les énergies pour créer beaucoup plus de résultats. L'union fait la force, dit-on. Et vous nous permettrez d'aborder alors cette parenthèse, la démission du docteur Bertin Korovi du Bloc républicain. Il y a quelques jours seulement, on a appris la sanction disciplinaire de l'instance de direction de cette formation politique-là. Et on attendait la décision finale du bureau exécutif national, cette décision finale qui est finalement rendue publique. Et à la suite de cette décision, Dr Bertin Korovi décide de faire chemin seul. Il démissionne. Qu'en pensez-vous? Parce que nous sommes quand même à quelques semaines de l'élection présidentielle et il dit être un soutien important du duo Wardani Talata. Mais nous venons juste de parler des mouvements et des partis politiques. Donc du coup, c'est une illustration. C'est une illustration d'abord de la liberté, de la dynamique qui existe au sein de ces mouvements-là et des partis politiques. Nos partis politiques, contrairement à ce que beaucoup pensent, sont libres. Vous entrez librement, vous sortez librement, c'est à vous de faire votre choix. La loi n'a pas rétréci le cadre de création des partis. Vous pouvez créer votre parti politique. Moi, le Bénin a préféré, malgré qu'il fasse partie de la majorité présidentielle, a préféré faire cavalier seul pour aller aux élections. C'est son choix. Non, pour faire cavalier seul dans l'appel à l'union, aux fédérations, enfin, à la refonte de tout ça, a préféré aller seul. Donc, c'est des choix. C'est des choix. Je trouve qu'en la matière, il n'y a pas de raison. Donc,
Bertin Convi, oui, a choisi librement d'aller au BR, a été sanctionné et a décidé d'en sortir. Donc, voilà, il a joui de son droit le plus absolu et à mon avis, disons que c'était presque attendu dès lors qu'il a dit qu'il va, il va faire renaître ce mouvement et Wadaï 2026, 40, un mouvement du genre. Voilà. Donc, si c'est ça, il ne peut pas faire les deux à la fois, d'autant que le communiqué qu'il a sanctionné, lui-même l'a dit tantôt, hein, l'article premier qui dit qu'il interdit les paroles, en tout cas publiques ou politiques. Donc vous comprenez que Bertin Convi n'est pas un homme à se satisfaire de telle logique, mais il est obligé de la même manière de faire attention à sa communication, parce que c'est sa communication qui l'a conduit là où on peut déplorer aujourd'hui. Eh bien, bien sûr, et s'il fait chemin seul, il a plus forcément un compte à rendre à une formation politique. Plutôt, il va peut-être faire face au code du numérique. Non, même en étant au sein du parti, en étant dans le parti, il est soumis aux lois du droit commun. Donc, il est un citoyen de droit. Donc, du coup, il a la latitude d'intervenir. Mais tout ce qu'il fait, toutes ces manifestations doivent se faire conformément à la loi. Donc, s'il viole la loi, que ce soit en tant que conseiller spécial de Biotchani, en tant que membre d'un parti politique ou en tant que ministre. Donc, chacun a son degré peut-être de juridiction et de procédure. Mais Bertin Convi, tout comme vous, tout comme moi, si on en fait les règles d'aujourd'hui du droit commun, on tombe sur le cours de la loi du droit commun et puis on est traité comme tel. C'est un peu ça. Donc, voilà, il n'a pas plus de droit et de devoir aujourd'hui qu'il est. Le seul problème, c'est l'adhésion. À partir du moment où il n'est plus dans le bloc, il n'a pas sa position de privilégié qu'il avait autour de Biotchani. La question, est-ce que le candidat l'accepte? Est-ce que le président Talon, chef de la majorité, l'accepte pour vivre, disons, pour être un peu une sorte d'électron libre qui vient? Ça, c'est à voir avec le temps, avec les jours à venir. Agapiti Napoléon Maforican, autant pour moi, c'est déjà la fin de cette interview. Merci d'être venu encore sur ce plateau et merci également à nos téléspectateurs et à nos amis internautes qui nous ont suivis. Nous avons eu vos premières impressions sur l'architecture de l'équipe de campagne du duo candidat Wadaï Talata pour la présidentielle du 12 avril 2026. Les programmes se poursuivent sur télé.